L'appel de Cthulhu de Howard Philip Lovecraft. Chapitre 3. La démence qui vint de la mer. Si jamais le ciel désire m'accorder une insigne faveur, ce serait d'effacer totalement de ma mémoire la découverte que je fis par le plus grand des hasards en jetant un coup d'œil sur un morceau de papier qui recouvrait une étagère. C'était un numéro de journal australien, le Sydney Bulletin, du 18 avril 1925, et après en avoir pris connaissance, je m'étonnais qu'il eût pu échapper à l'agence utilisée à cette époque par mon oncle pour mener son enquête. Ayant presque renoncé à mes recherches sur tout ce que le professeur Angel appelait le culte de Cthulhu, je me trouvais en visite chez un de mes amis de Paterson, New Jersey, conservateur d'un musée local et minéralogiste renommé. Un jour où j'examinais les spécimens en réserve disposés sans ordre sur des étagères dans une arrière-salle du musée, mon regard s'arrêta sur l'un de ces vieux journaux étalés sur les pierres dans lesquelles se trouvait une étrange photographie. Le journal, je l'ai dit, était le Sydney Bulletin, car mon ami avait des correspondants à travers le monde entier. Quant à la photographie, elle représentait une hideuse statuette de pierre, presque identique à celle que Le Graff avait trouvée dans le marais. Je débarrassai vivement la feuille de son précieux contenu, lus l'article avec soin et regrettai qu'il ne fût pas plus long. Néanmoins, ce qu'il suggérait suffit à ranimer mon zèle de chercheur, et je le déchiffrai soigneusement avant de passer à l'action. En voici la teneur. Épave mystérieuse en mer. Le Vigilante arrive au port remorquant yacht de Nouvelle-Zélande fortement armé. Un mort et un survivant à bord. Récit de combats furieux et de morts en pleine mer. Matelot rescapé refuse de raconter détails de son étrange aventure. Idole bizarre trouvée en sa possession, une enquête va s'ouvrir. Le cargo Vigilante de la compagnie Morrison, parti de Valparaiso, est arrivé ce matin à son poste d'amarrage de Darling Harbour, remorquant un bâtiment désemparé, fortement armé. Le yacht Alert de Dunedin, Nouvelle-Zélande, qu'il avait rencontré le 12 avril par 34° 21' de latitude sud et 152° 17' de longitude ouest, ayant à son bord un mort et un vivant. Le Vigilance quitta Valparaiso le 25 mars et, dans la journée du 2 avril, il fut considérablement dérouté vers le sud par une violente tempête. Le 12 avril, il arriva en vue de l'épave. Elle paraissait déserte, mais les marins qui montèrent à bord y trouvèrent un matelot mort, apparemment depuis plus d'une semaine, et un autre en proie au délire. Le survivant étreignait une horrible idole de pierre d'origine inconnue, haute d'1 pied environ, dont la nature déconcerte totalement les compétences de l'Université de Sydney, de la Royal Society et du musée du College Street. L'homme dit l'avoir trouvé dans la cabine du yacht, à l'intérieur d'un petit reliquaire gravé très ordinaire. Ayant recouvré la raison, il raconta une histoire de piraterie et de massacre extrêmement bizarre. C'est un Norvégien assez intelligent nommé Gustaf Johansen, ex-premier lieutenant de la goélette Emma d'Auckland, parti pour Callao le 20 février avec un personnel de 11 hommes. L'Emma, dit-il, retardé et considérablement dérouté vers le sud par la grande tempête du 1er mars, rencontra le 22 mars, par 49° 51' de latitude sud et 128° 34' de longitude ouest, le yacht Alert, monté par une bande de Kanaks et de métis à la mine patibulaire. Le capitaine Collins, mis en demeure de virer de bord, refusa d'obéir. Sur quoi l'étrange équipage ouvrit le feu brutalement sur la goélette, sans avertissement préalable et avec les canons de bronze particulièrement lourds de leur navire. Les matelots de l'Emma ne se laissèrent pas faire et, bien que la goélette commençât à couler du fait des projectiles reçus au-dessous de la ligne de flottaison, ils montèrent à l'abordage de leur ennemi. Se coltant avec les barbares sur le pont du yacht, ils durent les tuer tous. Leur nombre était légèrement supérieur à cause de leur détestable mode de combat, maladroit mais acharné. 3 hommes de l'Emma, un matelot, le capitaine Collins et le second Green, furent tués.
Les 8 survivants, sous les ordres du premier lieutenant Johansen, s'installèrent sur le yacht capturé et mirent à la voile dans la direction suivie par l'Emma, afin d'essayer de découvrir pour quel motif leur capitaine avait reçu l'ordre de virer de bord. Le lendemain, ils débarquèrent sur une petite île qui ne figure sur aucune carte. 6 hommes moururent à terre dans des circonstances mal déterminées. Johansen, qui se montre particulièrement réticent à ce propos, a déclaré qu'ils étaient tombés dans une crevasse au milieu des rochers. Plus tard, à ce qu'il semble, lui et son unique compagnon regagnèrent le yacht et essayèrent de le manœuvrer, mais leur bâtiment fut désemparé à la suite de la tempête du 2 avril. À partir de ce jour, jusqu'à son sauvetage du 12 avril, Johansen ne se souvient de rien, pas même de la mort de William Bryden, son compagnon, due probablement à l'émotion ou au froid. Des câbles de Dunedin rapportent que l'Alert était un navire marchand bien connu et très mal famé. Il appartenait à un étrange groupe de métis dont les fréquentes incursions nocturnes dans les bois suscitaient une vive curiosité. Ils avaient mis à la voile en toute hâte, après la tempête et les tremblements de terre du 1er mars. Notre correspondant d'Auckland déclare que l'Emma et son équipage jouissent d'une excellente réputation, et que l'on tient Johansen pour un brave homme entièrement digne de confiance. L'amirauté va ouvrir une enquête sur cette affaire, au cours de laquelle on essaiera d'amener Johansen à parler plus librement qu'il ne l'a fait jusqu'ici. Cet article et l'image infernale qui l'accompagnait suscitèrent en moi les pensées les plus troublantes. Ils m'apportaient des nouvelles et précieuses données sur le culte de Cthulhu, qui se célébrait aussi bien sur la terre qu'en mer. Mais pour quel motif les métis du yacht avaient-ils ordonné à l'Emma de virer de bord? Quelle était l'île inconnue où 6 matelots de la goélette avaient trouvé la mort et au sujet de laquelle Johansen se montrait si réticent? Quels pouvaient être les résultats de l'enquête de l'amirauté? Que savait-on à Dunedin de ce culte monstrueux? Par-dessus le tout, ne fallait-il pas s'émerveiller de cet enchaînement extraordinaire de dates qui, à n'en pas douter, prêtait un sens maléfique aux événements divers si soigneusement notés par mon oncle? Le 1er mars, il y avait eu une violente tempête et un léger tremblement de terre. L'Alert et son ignoble équipage avaient quitté Dunedin en toute hâte, comme pour obéir à un appel impérieux. À l'autre extrémité de la terre, des poètes et des artistes commençaient à rêver d'une cyclopéenne cité sous-marine, tandis qu'un jeune sculpteur modelait dans son sommeil l'image du redoutable Cthulhu. Le 23 mars, les survivants de l'Emma débarquaient sur une île inconnue où 6 d'entre eux avaient trouvé la mort. À cette même date, les rêves de certains hommes impressionnables atteignirent leur paroxysme d'horreur. Ils étaient hantés par la crainte d'un monstre gigantesque. Un architecte était devenu fou. Un sculpteur était brusquement en proie à un délire inexplicable. Que penser de la tempête du 2 avril, date à laquelle toutes les visions de la cité cyclopéenne prirent fin, tandis que Wilcox se trouvait soudainement guéri de son étrange fièvre? Que penser des allusions du vieux Castro à ces anciens venus des astres, à leur règne prochain, à leur culte fidèle et à leur contrôle des rêves des mortels? Est-ce que je chancelais au bord d'un abîme d'horreur cosmique trop terrible pour qu'un homme pût les supporter? En tout cas, elle ne devait affecter que l'esprit, car le 2 avril semblait avoir mis un terme à la monstrueuse menace qui avait commencé à assiéger l'âme humaine. Ce soir-là, après avoir passé ma journée à envoyer des câbles et préparer diverses affaires, je dis adieu à mon hôte et je pris le train pour San Francisco. Moins d'un mois plus tard, j'étais à Dunedin, mais je constatais que l'on n'y savait pas grand-chose des membres du culte secret qui hantaient les vieilles tavernes. La lie des quais était trop commune pour qu'on s'en soucie. Pourtant, il fut vaguement question d'une expédition de ces métis à l'intérieur des terres,
et l'on avait alors observé un bruit de tam-tams étouffé et une flamme rouge au loin dans les collines. À Auckland, j'appris que Johannes avait subi à Sydney un interrogatoire rapide et peu concluant, qu'à son retour, ses cheveux jaunes étaient devenus blancs, et que par la suite, ayant vendu sa petite maison de West Street, il s'était embarqué avec sa femme pour regagner sa vieille demeure d'Oslo. De sa fantastique aventure, il n'avait rien révélé de plus à ses amis que ses déclarations aux fonctionnaires de l'amirauté, et ils ne purent que me donner son adresse à Oslo. Je me rendis à Sydney où je m'entretins sans profit avec plusieurs marins et avec les membres du tribunal de l'amirauté. Je vis l'Alert, vendu et converti en bateau de commerce à Circular Quay, dans la baie de Sydney, mais sa coque ne révéla rien. L'idole accroupie, à tête de pieuvre, au corps de dragon, aux ailes écailleuses et au piédestal couvert de hiéroglyphes, se trouvait au musée d'Hyde Park. Je l'examinais avec soin et constatai que c'était une œuvre d'art d'une facture exquise, aussi ancienne, étrange et mystérieuse que le spécimen plus petit de Le Gras. Le conservateur m'apprit qu'elle posait au géologue une monstrueuse énigme, car il jurait solennellement qu'il n'existait pas de roche semblable dans l'univers entier. Alors je songeais en frissonnant à la déclaration de Castro au sujet des anciens. Ils étaient venus des étoiles et avaient apporté leurs images avec eux. Profondément bouleversé comme je ne l'avais jamais été, je décidai d'aller voir Mate Johansen à Oslo. Après avoir gagné Londres, je pris le premier bateau en partance pour la capitale norvégienne, et un jour d'automne, j'abordais enfin les quais bien tenus au pied de l'Edgeberg. L'ex-premier lieutenant habitait dans la vieille ville du roi Harold Hardrada, qui avait gardé au long des siècles ce nom d'Oslo déguisé plus tard en Christiania, lorsque la cité s'agrandit. Je fis en taxi le court trajet, et le cœur battant, je frappai à la porte d'un bâtiment ancien en bon état, avec sa façade crépie. Une femme triste, vêtue de noir, répondit à mon appel, et je fus consterné lorsqu'elle m'apprit, dans un anglais hésitant, que Gustaf Johansen n'était plus. Il n'avait pas longtemps survécu à son retour, car sa terrible aventure en mer en 1925 l'avait brisé. Il n'avait rien raconté de plus à sa femme que dans ses déclarations publiques, mais il laissait un long manuscrit, des questions techniques, disait-il, rédigé en anglais dans l'intention manifeste de préserver sa veuve d'une dangereuse lecture. Au cours d'une promenade, dans une ruelle étroite près du bassin de Gothenburg, il avait été renversé par un ballot de vieux papier tombé depuis la fenêtre d'une mansarde. Deux matelots indiens l'avaient aussitôt relevé, mais il était mort avant l'arrivée de l'ambulance. Les médecins, incapables de préciser la cause du décès, l'avaient attribué à une maladie de cœur et à un affaiblissement général de tout son organisme. Je sentis alors me mordre au cœur cette obscure terreur qui ne me quittera plus jusqu'à ce que, moi aussi, je trouve le repos, par accident ou d'une autre manière. Ayant persuadé la veuve que ma connaissance des sujets techniques de son mari me donnait un droit sur son manuscrit, j'emportai le document et commençai à le lire dans le bateau qui me ramenait à Londres. C'était un récit simple, décousu, naïf essai d'un journal de mer rédigé après coup, qui s'efforçait de relater jour après jour ce dernier voyage effroyable. Je ne saurais le transcrire textuellement avec ses redites et ses obscurités, mais ce que j'en dirai suffira à expliquer pourquoi le bruit des vagues contre les flancs du bateau me devint vite intolérable, si bien que je mis du coton dans mes oreilles. Johansen, Dieu merci, ne savait pas tout, quoiqu'il eût vu le monstre et la cité.
Mais moi, je ne goûterai plus jamais un sommeil paisible en songeant aux horreurs embusquées au-delà de notre vie, dans l'espace et le temps, en évoquant ces créatures maudites venues d'antiques planètes, plongées dans leurs rêves au fond de la mer, connues de certains sectateurs qui veulent leur vouer un culte, qui aspirent à les lâcher sur notre globe chaque fois que notre monde subira un nouveau tremblement de terre qui élèvera la ville cyclopéenne jusqu'à la lumière du soleil. Le voyage de Johansson avait commencé exactement comme il l'avait raconté aux fonctionnaires de l'amirauté. L'Emma avait quitté Auckland sur l'est, et le 20 février avait subi tout l'impact d'une tempête, cette tempête consécutive au tremblement de terre qui dut arracher aux abîmes marins les abominations dont furent peuplés les rêves des hommes à cette époque. Ces avaries réparées, la goélette faisait bonne route lorsqu'elle fut arraisonnée par l'Alert, le 22 mars. Et je sentis les regrets du premier lieutenant dans le passage de son manuscrit relatant le bombardement et le naufrage de son navire. Johansson parle avec une horreur manifeste des métisses du yacht et de leur culte abominable. Il les décrivit sous des traits particulièrement repoussants et considérait leur destruction comme quelque chose, comme un devoir. Et s'étonna ingénieusement de l'accusation de cruauté portée par la commission d'enquête contre lui-même et ses compagnons. Poussés par la curiosité, Johansson et ses hommes poursuivirent leur route à bord du yacht capturé. Bientôt, ils aperçurent une haute colonne de pierre émergeant par-dessus les flots. Par 47 degrés nord de latitude sud et 120 degrés 43 de longitude nord. Ils arrivaient à un littoral de boue et de vases, et de blocs de maçonnerie cyclopéenne tapissés d'algues, qui ne pouvaient être que la substance tangible de la suprême terreur de notre univers. La morte cité engloutie de R'lyeh, la ville engloutie, bâtie des millions d'années avant le début de notre ère, par les immondes créatures géantes sécrétées par de sombres étoiles. C'est là que gisait le grand Cthulhu et ses hordes, au fond de leur vert caveau suintant, d'où ils diffusaient à présent au terme de cycles incommensurables et incalculables des
pensée qui répandait la peur dans les rêves des hommes sensibles et enjoignait aux fidèles d'entreprendre un pèlerinage de libération et de restauration. Johannes ne soupçonnait rien de tout cela, mais Dieu sait qu'il le vit bien assez tôt. Je suppose que seule avait dû émerger des eaux la hideuse citadelle couronnée d'un monolithe démesuré où était enseveli le grand Cthulhu. Quand je songe à l'étendue de tout ce qui peut s'embusquer au fond de la mer, il me prend soudainement des envies de me donner la mort sans plus attendre. Johansen et ses hommes éprouvèrent une stupeur effarée devant la majesté cosmique de cette Babylone ruisselante bâtie par des démons anciens. Ils durent comprendre instinctivement qu'elle n'appartenait pas à notre monde, ni à aucune planète sensée. Leur crainte face à l'énormité des blocs de pierre verdâtre, la hauteur vertigineuse du grand monolithe gravé, et la ressemblance frappante des statues et des bas-reliefs monumentaux avec l'étrange idole trouvée sur l'Alert dans son reliquaire. Tout cela apparaissait de façon poignante, avec sans effroi, à chaque ligne de la description. Sans rien connaître du futurisme, Johansen s'en rapprochait beaucoup lorsqu'il parla de la ville. Au lieu de décrire une construction ou tel bâtiment précis, il privilégia l'impression générale d'angles et de surfaces immenses, beaucoup trop immenses pour appartenir ou convertir à cette terre. Couvert de hiéroglyphes et d'images impies. Je mentionne ce qu'il dit, des angles, car cela rappelle certains propos de Wilcox au sujet de ces terribles rêves. Le jeune sculpteur mentionnait que la géométrie de la ville rêvée était anormale, non euclidienne en ce qu'elle évoquait de détestables sphères et de dimensions étrangères aux nôtres. Or, voilà qu'un matelot inculte avait eu la même impression en contemplant la terrifiante réalité. Johansen et ses hommes débarquèrent sur une pente boueuse de cette monstrueuse acropole et gravirent en glissant des blocs géants couverts de limon qui, certes, n'avaient jamais servi d'escalier à des mortels. Le soleil même semblait déformé au travers des miasmes polarisants qui émanaient de cette perversion sous-marine. Une menace tortureuse attendait, tapie dans ces angles déconcertants, où un second coup d'œil révélait une surface concave, alors qu'au premier regard, elle paraissait convexe. Les explorateurs éprouvèrent une crainte indéfinissable, avant même d'avoir vu autre chose que de la roche, de la vase et des algues. Chacun aurait fui s'il n'avait redouté le mépris des autres, et ce fut à contre-cœur qu'ils se mirent en quête, en vain d'ailleurs, de quelques souvenirs à emporter. Rodriguez, le Portugais, grimpa le premier jusqu'à la base du monolithe et cria sa découverte. Les autres le suivirent, contemplant avec curiosité une immense porte décorée de bas-reliefs familiers de la pieuvre. Une grande porte de grange, disait Johansen. Tous comprirent de quoi il s'agissait, à cause du linteau orné du seuil et des montants de chaque côté. Mais il était impossible de savoir si elle reposait à plat, comme une trappe, ou en biais comme la porte extérieure d'une cave. Pour reprendre les termes de Wilcox, la géométrie était anormale. On n'était pas sûr que la mer et le sol fussent horizontaux, de sorte que la position relative de tout le reste semblait fantastiquement variable. Bryden pressa la pierre en plusieurs endroits sans résultat. Puis Donovan en palpa délicatement le pourtour en appuyant sur chaque point séparément. Il grimpa indéterminablement le long de la moulure grotesque, c'est-à-dire ce qu'on appellerait grimper en admettant que l'objet ne fût pas horizontal. Et les hommes s'émerveillèrent qu'une porte si vaste pût exister dans l'univers. Enfin, très doucement, très lentement, le haut de l'immense panneau céda vers l'intérieur.
Ils comprirent qu'il était en équilibre. Donovan se laissa glisser, on ne sait pas comment, le long du montant pour rejoindre ses compagnons. Puis tous assistèrent au bizarre retrait du monstrueux portail sculpté. Dans ce délire de distorsion prismatique, il se déplaçait anormalement en diagonale, au mépris de toutes les lois de la matière et de la perspective. L'ouverture révéla des ténèbres presque concrètes. Cette obscurité était vraiment une qualité positive, car elle occultait certaines parties des parois intérieures qui auraient dû être visibles. En fait, elle se déversait au dehors comme une fumée après son éternel emprisonnement assombrissant le soleil au fur et à mesure qu'elle montait, sournoise aux battements d'ailes membraneuses dans un ciel soudainement rétréci et gibbeux. Des profondeurs fraîchement ouvertes montait une puanteur intolérable, et bientôt Hawkins, qui avait l'ouïe fine, crut percevoir une espèce d'immonde clapotis. Tous les marins tendirent l'oreille. Ils écoutaient encore lorsque le monstre apparut, lourd et bavant, poussant à tâtons sa gélatineuse énormité verte au travers de la noire embrasure de l'air corrompu de cette cité vénéneuse et démente. Sur ces mots, l'écriture du pauvre Johansen faillit le trahir. Il estimait que 2 de ces 6 hommes, qui ne regardèrent pas le bateau, moururent de peur en cet instant maudit. Le monstre était indescriptible. Aucun langage ne saurait rendre de tels chaos de folies immémoriables et hurlantes. Cette hideuse contradiction de toutes les lois de la nature, de l'énergie et de l'ordre cosmique. Grand Dieu, une montagne se déplaçait lourdement. Peut-on s'étonner qu'à l'autre extrémité de la Terre, un grand architecte fût devenu fou, tandis que le malheureux Wilcox battait la campagne au même moment télépathique? L'entité des idoles vertes et visqueuses, progéniture des astres, s'éveillait pour réclamer son dû. Les étoiles étaient de nouveau propices, et ce qu'un culte séculaire n'avait pu réussir à dessein, une bande de naïfs matelots l'avait fait par accident. Après des millions et des millions d'années, le grand Cthulhu était à nouveau lâché, brûlant de se satisfaire de ses appétits voraces. 3 hommes furent balayés par les pattes flasques avant que personne eût le temps de se retourner. Puisse Dieu leur donner le repos, s'il existe encore le moindre repos dans l'univers. C'étaient Donovan, Guerrera et Armstrong Parker qui glissèrent tandis que les 3 survivants se précipitaient frénétiquement vers le bateau, par-delà l'étendue sans fin de roches verdies. Johansen affirma qu'il fut englouti par un angle de maçonnerie qui n'aurait pas dû se trouver là, un angle aigu qui s'était comporté comme s'il avait été obtus. Seuls Bryden et Johansen atteignirent le canot et firent force de rame jusqu'à l'alert pendant que le monstre descendait pesamment les degrés de pierre gluante, puis hésitait à patauger le bord de l'eau. On n'avait pas laissé complètement tomber la pression, malgré le départ de tout l'équipage. Quelques secondes de course précipitée entre le gouvernail et la chambre des machines permirent au yacht d'appareiller. Lentement, au milieu des horreurs contre nature de cette scène indescriptible, l'hélice se mit à battre les eaux fatales. Cependant, sur ce rivage de mort qui n'appartenait pas à cette terre, la gigantesque créature venue des étoiles bavait, en bafouillant, tel Polyphème maudissant le vaisseau d'Ulysse en fuite. Puis, plus hardi que le cyclope légendaire, le grand Cthulhu glissa dans les flots pour se lancer à la poursuite, soulevant des vagues au formidable rythme de sa puissance cosmique. Bryden, en regardant en arrière, sombra dans la folie,
poussant des cris stridents et riant par intervalles jusqu'à ce qu'une nuit, la mort vienne le prendre dans sa cabine. Johansen, quant à lui, allait çà et là en délirant. Mais Johansen, lui, n'abandonna pas la partie. Comprenant que le monstre rattraperait à coup sûr l'alerte avant que la pression eût atteint son maximum, il risqua le tout pour le tout. Lançant les machines à pleine vapeur, il fonça sur le pont comme un éclair, renversa la direction. Il se fit dans les eaux fétides un grand remous écumeux. Et tandis que la pression montait sans cesse, le hardi Norvégien mena son navire droit sur son poursuivant gélatineux qui se dressait au-dessus d'une mousse impure, telle la poupe d'un infernal galion. L'effroyable tête de pieuvre aux tentacules convulsés atteignit presque le beaupré du robuste yacht, mais Johansen chargea sans faiblir. Il y eut une explosion de ballons qui crèvent. Un liquide immonde comme si on avait fendu un poisson-lune, et une puanteur de charniers gorgés de cadavres, et un son presque que le chroniqueur ne put se résoudre à décrire. Le bateau fut un instant souillé par un âcre et aveuglant nuage verdâtre. Puis il ne resta plus qu'un répugnant bouillonnement à l'arrière où, Dieu du ciel, cette entité plastique se recomposait dans sa détestable forme originelle, tandis qu'elle semblait s'éloigner à chaque seconde, à mesure que l'alerte augmentait, la pression prenait de la vitesse. Ce fut tout. Après cela, Johansen se contenta de méditer sombrement sur l'idole de la cabine, ou de préparer de maigres repas pour lui-même et le fou qui ricanait près de lui. Il n'essayait plus de gouverner depuis sa fuite audacieuse, car la réaction avait brisé quelque chose dans son âme. Vint la tempête du 2 avril, et les nuages enténébrèrent sa conscience. Reste une impression de tourbillon spectral, dans des gouffres liquides infinis de chevauchées vertigineuses sur une queue de comète, parmi des univers vacillants, de plongeons insensés de l'enfer à la lune, pour repartir ensuite de la lune à l'enfer. Tout cela égayé d'un cœur gloussant de dieux anciens, pervertis et hilars, et de lutins verts du tartare narquois, avec des ailes de chauve-souris. Au terme de ce cauchemar, vint la délivrance. Le Vigilant, le tribunal de l'amirauté, les rues de Dunedin, et le long voyage de retour à la vieille maison près de l'Edgeberg. Il ne pouvait rien dire. On l'aurait cru fou. Il écrirait donc ce qu'il savait avant de mourir. Mais sa femme devait tout ignorer. La mort lui paraissait un bienfait sans pareil. Si seulement elle pouvait effacer ses souvenirs.
C'était le document que j'avais lu. Je l'ai rangé dans une boîte en fer à côté du bas-relief et des papiers du professeur Angel. J'y ajouterai bientôt mon propre compte-rendu. Véritable défi pour ma santé mentale, où j'ai assemblé les pièces d'un puzzle qui, j'espère, ne sera plus jamais reconstitué. J'ai pu apercevoir tout ce que l'univers pouvait receler d'horreur. Et même le ciel printanier, même les fleurs d'été me sembleront à jamais contaminées. Mais je ne crois pas que je vivrai encore longtemps. Comme mon oncle et le pauvre Johansson, je vais quitter ce monde, car le culte est bien vivant, et j'en sais beaucoup trop. Cthulhu lui aussi vit encore, j'imagine dans l'abîme de pierre qu'il a protégé depuis que le soleil est jeune. Sa cité maudite est engloutie une fois de plus. Le Vigilante est passé sur les lieux mêmes, après la tempête d'avril. Mais ces ministres sur terre continuent à mugir, à caracoler et à tuer dans les lieux solitaires autour des monolithes couronnés de son image. Il a dû être piégé par le naufrage, alors qu'il se trouvait dans sa noire citadelle. Sinon, à l'heure qu'il est, le monde entier hurlerait de terreur. Qui peut prévoir la fin? Ce qui a surgi peut disparaître, et ce qui a sombré peut surgir à nouveau. L'abomination attend son heure, en rêvant au fond de la mer, et la mort plane sur les cités chancelantes des hommes. Un jour viendra. Non, non, je ne dois ni ne puis penser. Si je ne survis pas à ce manuscrit, je prie pour que mes exécuteurs testamentaires préfèrent la prudence à l'audace et s'assurent qu'il ne tombera pas sous d'autres yeux.